93.3 FM. Il est 19h. Vous écoutez Radio Campus. Bonsoir, il est 19h, nous sommes le mardi qui précède l'émission qui sera diffusée pour vous. On est mercredi 16 de 19h. Ouais. On est donc le troisième mercredi du mois. Vous écoutez l'Allume-Feu sur Radio Campus. Désolé pour petit problème technique, vous n'avez pas eu le jingle en entier. Ce sont des choses qui arrivent quand on enregistre. Aujourd'hui, je suis toujours avec Clément. Bonjour Clément. Et bonjour. Que vous connaissez. Avec Johan qui est aux machines. Coucou. Et nous sommes avec... Avec Rémi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Rémi Vessière. Donc, je travaille dans l'entreprise Floro, F-L-A-U-R-A-U-D. Oui. Entreprise qui vend de la pièce automobile. D'accord. Dans toute la France, pardon. 530 salariés. Voilà. D'accord. Petite présentation. Et du coup, avec toi, étant donné qu'aujourd'hui le sujet c'est la grève, comment on l'a fait, pourquoi, du coup comment, un peu de théorie, un peu de pratique. On va faire une première partie où on va vous parler un peu de ce qu'on peut faire au niveau de la grève, de ce qu'on ne peut pas faire. Et dans une deuxième partie, on reviendra avec Rémi sur ce qui se passe à Floro, du coup, parce qu'ils sont en plein mouvement social, juste à Clermont, alors que c'est quelque chose qui est mouvement social très peu médiatisé. Donc, ce sera un peu une exclue Radio Campus, là, ce soir. Ouais. Et peut-être dernière partie, comme d'habitude, un peu de théorie, un peu d'histoire. On se la mettra bien, comme d'habitude, Pépouze. Donc, on part sur la grève. Alors, qu'est-ce que c'est la grève ? C'est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Donc, 3 trucs importants, une action collective, une action concertée et des revendications professionnelles. Au lieu de faire un cours magistral qui serait vite chiant, on va plutôt faire un quiz. Allez. C'est parti. Déjà, première question, donc vous répondez info, intox. Seuls les syndiqués peuvent faire grève. Intox. Intox. Facile, je dis pareil. Facile, Intox. ouais, c'était pour commencer facile, intox. Et toi, Johan, vas-y. Ah bah la même chose. Intox, ok, bah oui, c'est ça. Hein, tous les salariés, en CDI, en CDD, intérimaires, qu'ils soient syndiqués ou non, peuvent faire grève, sachant que il y a une exception quand même, je sais pas si vous la connaissez, enfin 2 exceptions. Quand t'es vacataire à la ville de Clermont, du coup, quand tu fais grève, c'est pareil que quand t'es malade ou quand t'as la flemme de te lever, Alors, t'es juste pas payé on et aura ça l'occasion de embête parler du personne. jour de... non, c'est pas le jour de carence. Non, c'est pour les vacataires, c'est qu'ils ont même pas de contrat, ils sont payés, mais c'est eux qui s'occupent de nos enfants, donc on pense à eux quand même. Donc effectivement, bon là c'est parce qu'ils n'ont pas de contrat, mais même des gens qui ont des contrats, parce que ce sont les militaires et les policiers qui peuvent pas faire grève. Exactement. Voilà, c'est Effectivement. ça. Mais bon. C'est une intox, mais c'est une intox quand même qui a la vie dure, hein, parce qu'on l'entend souvent, même dans nos services. Ouais, mais moi je peux pas faire grève, je suis pas syndiqué. Eh bien, si. Et deuxièmement, les gens qui disent je peux pas faire grève parce que je suis tout seul dans mon entreprise. Est-ce que info intox, on peut pas faire grève quand on est tout seul dans son entreprise ? Ça dépend. Ça dépend. D'accord. Et toi, Clément ? J'ai envie de dire ça dépend aussi, mais il y a des conditions pour lesquelles on peut le faire. Et dans le privé, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors dans le privé, moi je suis un agent de la fonction publique, donc c'est un peu, c'est pas forcément là où je suis le plus compétent. Je pense que c'est tant ta chance. Dans le privé, je pense que si on est le seul salarié de sa boîte, on doit pouvoir se mettre en grève. Après, il y a la question du préavis. Alors, comment on fait pour déclarer cette grève-là ? Contrairement au public, il faut un appel à la grève. Ouais. Alors, si on peut se mettre en grève à partir du moment où on est au moins 2 salariés dans sa boîte. On n'a pas besoin d'un syndicat. Dans le privé, on n'a pas besoin d'un syndicat, on n'a pas besoin d'un appel national, on n'a pas besoin de tout ça. Il faut au moins être 2. Mais si on est tout seul à vouloir faire grève, il faut au moins un appel national ou un appel au niveau de la branche ou de l'entreprise, d'un syndicat ou d'un groupe de salariés, ou être le seul salarié de l'entreprise. Voilà. Et du coup, tu me dis si je me trompe, Rémi, c'est bien ça, hein. Très bien. Très bien. Du coup, dans le public, pareil, est-ce que je peux me mettre en grève tout seul ? Comment ça fonctionne ? Là, je pense pour le coup qu'il faut qu'il y ait un préavis. Je pense qu'à moins qu'on soit, alors peut-être dans les services où on est tout seul, mais c'est un cas de figure que je vois pas trop comment ça peut se faire. Dans un service public, on dépend en général d'une collectivité, donc ou d'un service plus gros, je pense à l'hospitalière, mais je vois pas comment on peut être tout seul. On est rarement tout seul, je pense pas. Mais oui, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un préavis de grève, justement pour déjà pour dire les raisons pour lesquelles on se met en grève.
et pour voilà, entamer, vu que la grève est pas une fin en soi, je pense qu'il faut toujours Alors du coup, là, il faut un ouvrir syndicat. la possibilité qu'il y ait une discussion préalable. Ouais. Alors, mais on en reparlera de tout ça, mais effectivement, dans le public, il faut forcément un syndicat qui appelle, ça c'est toujours, qui fait un préavis, cette fois-ci, au moins 5 jours avant le début de la grève. Et ensuite, les salariés qui veulent se mettre en grève, ils doivent le dire 48 heures à l'avance. Parce que certains vont pouvoir être, comment on appelle ça, réquisitionnés et donc du coup ils n'auront pas le droit de se mettre en grève. Donc, alors sur l'histoire des 48 heures, j'aurais peut-être un doute. Alors c'est peut-être, je dirais peut-être pour certaines, je dirais peut-être pour l'hospitalière et tout ça. Je sais que nous à la territoriale, on a sur plutôt l'hospitalier. Ouais, nous à la territoriale, on a plutôt je crois qu'on n'est même pas obligé de se déclarer gréviste. C'est censé être notre supérieur hiérarchique qui doit lui-même s'enquérir de savoir si on est ou non gréviste et du coup le faire remonter à sa hiérarchie. Donc je crois qu'on peut même, si on a envie d'être un peu taquin, on peut ne pas dire à notre chef qu'on est en grève et le laisser se démerder à faire lui-même ses pointages pour du coup faire remonter les chiffres. Toi, tu es fonction publique territoriale. Ouais. Notre ami Johan qui lève la main, il est fonction publique d'État. Et donc dans la fonction publique d'État, donc à l'AIA Clermont-Ferrand, ça se passe de telle façon que tous les salariés, dès qu'un préavis de grève est posé, tous les salariés sont déclarés en grève et c'est le chef d'équipe qui, dès le matin, regarde qui est là et qui n'est pas là. Et les gens qui ne sont pas là sont déclarés en grève et ceux qui sont là, on leur enlève le pointage de grève et on les pointe comme une journée normale. D'accord, Voilà. donc c'est carrément l'inverse, quoi. T'es déclaré gréviste jusqu'à preuve du contraire. Voilà, D'accord. exactement. Alors, deuxième chose qu'on peut dire, info ou intox, un employeur peut me sanctionner d'avoir fait grève. Faux. Vrai ou faux? Faux, Johan? Faux. Clément? Alors, je dirais faux en théorie, pas si faux que ça dans la pratique. Ouais, tu dis quoi? Faux. Faux. Ouais, faux. Alors oui, effectivement, en théorie, on n'a pas le droit d'être sanctionné quand on a fait grève à partir du moment où elle est licite. C'est-à-dire, on va revenir sur tous les critères pour être qu'une grève soit licite, mais globalement, un employeur peut pas sanctionner un employé pour ça. Et d'ailleurs, on a récemment des cas au prud'homme où on a prouvé que des salariés avaient été licenciés pour grève. C'est notamment ce qui se passe quand il y a quelqu'un, il n'a pas une seule sanction disciplinaire depuis qu'il travaille, il se met en grève et d'un coup, 2 jours plus tard, il est viré. Ou on lui a pas donné la promotion alors que normalement c'était dans les tuyaux. Et c'est quelque chose que l'on prouve très facilement. Clairement, et on gagne régulièrement au prud'homme pour des choses comme ça, donc faut pas hésiter à contacter les permanences juridiques, à contacter un syndicat. Nous du coup on est la CGT, mais pour se défendre là-dessus. Et c'est quelque chose qui se fait souvent. Alors du coup on va peut-être revenir sur, vas-y Johan. Donc moi je voulais revenir sur une chose au niveau de la grève dans la fonction publique et dans le privé, quelque chose qui diffère. Qui est vraiment très important, c'est que le public n'a pas le droit de se mettre en grève pour seulement 1 heure ou 2, alors que le privé en a le droit, lui. Alors dans la territoriale, nous on a le droit de se mettre en grève pour 1 heure. Vous avez le droit dans la territoriale. Ouais, mais Alors, pas dans la fonction publique d'État. On n'a pas le droit. Il y a un amendement qui s'appelle l'amendement Lamassoure qui nous en empêche. Et du coup, du moment où on se met en grève, ne serait-ce qu'1 minute, on est déclaré en grève pour la journée et on perd 1/30 de notre salaire. Par exemple, si je vous dis, il est possible de faire grève 15 minutes toutes les heures pendant une journée, même pendant 10 jours, et que ce soit licite. C'est une info ou une intox? Ça, je pense que c'est faux. C'est faux pour Clément? Je pense aussi que c'est faux. C'est faux, et Rémi? Je pense que c'est faux. Oui. Eh non, en fait, c'est vrai. D'accord. C'est une info. Il n'y a pas de durée minimale de la grève. Ça veut dire qu'on peut se mettre en grève pendant 15 minutes. Toutes les heures, à partir du moment où c'est concerté. On n'a pas le droit de faire chacun 15 minutes dans son coin. Il faut que ce soit concerté, que tout le monde se mette en grève 15 minutes. Cependant, il y a des conventions collectives qui vont s'appliquer précisément. C'est-à-dire que dans certains secteurs, si tu mets en grève 1 seule heure, c'est la demi-journée qui saute. Ouais. Si tu mets en grève 15 minutes, c'est la demi-heure qui saute. Voire, par exemple, du coup, dans la fonction publique d'État, si jamais tu mets en grève 1 heure, c'est la journée qui saute. Mais en tout cas, il n'y a pas théoriquement dans la loi, il n'y a pas de minimum quoi.
C'est dans les Moi, du coup, conventions là où collectives. j'avais un doute, c'est sur le côté qu'on peut faire grève plusieurs fois dans la même journée. Est-ce que là, on tombe pas sur ce qu'on appelle la Une grève grève perlée, Perlé, ouais. Et où, du là, coup, c'est plus compliqué, oui, ouais, effectivement. et où là, normalement, donc ça, je pense qu'on... je pense que c'est compliqué à mettre en œuvre, mais alors après peut-être que je me trompe, et puis il y a peut-être des secteurs où c'est possible. Ouais, bah ouais, mais clairement, c'est ce qu'on retrouve sur le site de la CGT. On peut tout à fait se mettre en grève 15 minutes toutes les heures. C'est légal. Il n'y a pas de durée minimale de la grève, quoi. Alors attention, hein, pour ceux qui sont présumés grévistes comme Alaya, que votre chef ne compte pas toutes les pauses clopes comme des grèves de un quart d'heure. Hein. Voilà, faut faire gaffe aussi qu'il n'y ait pas des dérives. Non, il y a pas de dérive parce que le comptage il est effectué dès que les salariés sont arrivés au travail, donc la pause clope. Voilà. Et comme on n'a pas le droit de faire, une heure de grève, forcément il y a pas de dérive à ce niveau-là puisque il fait le comptage le matin et toute personne qui est pas là est considérée comme étant en grève. Donc voilà. C'est quand même bien fait. Sauf si la personne appelle et dit aujourd'hui je suis malade, je peux pas venir, j'ai un arrêt de travail et envoie son arrêt de travail. Alors du coup, Rémi. C'est vrai que nous, la question se pose pas pour les pauses clubs parce qu'on en a pas. Donc, D'accord. Problème est réglé. Voilà. On n'a pas le droit de faire grève pour des motifs politiques. Vrai ou faux? Info, intox? Alors, il me semble C'est vrai. C'est vrai, ouais, je suis d'accord. Info. Johan aussi, info. Je pense que c'est un faux, oui. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est une info, mais est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit de se mettre en grève pour un motif politique? Parce que théoriquement tout est politique. Parce que sinon on aurait déjà foutu le pays en carafe, non? Peut-être. Mais donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire je suis contre le gouvernement. C'est pas une vraie revendication qui concerne le travail. Par contre, il est tout à fait possible d'être contre la politique de Macron et de faire grève pour ça. D'ailleurs, c'est ce qui a été beaucoup fait au début de l'année, à la fin de l'année dernière plutôt, au début de l'année scolaire. C'est-à-dire qu'on était globalement contre la politique du gouvernement qui précarise les gens, qui pousse à la réduction des salaires. On a le droit de se mettre en grève pour ça. Contre les implications de sa C'est politique, mais pas directement mais on n'a pas le droit, le faire par démissionner. exemple, donc voilà. Mais par contre, on n'a pas le droit théoriquement de se mettre en grève pour, par exemple, avec les gilets jaunes, contre les taxes de carburant. Ça, théoriquement, ça n'a pas vraiment un lien avec le travail. On n'a pas non plus le droit de se mettre en grève parce que sur un sujet comme, l'immigration, théoriquement, c'est pas possible. Voilà, des choses comme ça. Donc du coup, je vous ai appris un truc, manifestement. Est-ce que on peut mettre sur le bulletin de salaire non payé pour cause de grève? Rémi. Intox, on peut pas. Évidemment, on peut pas. C'était le cas avant, mais une décision des prud'hommes, pas une décision des prud'hommes, une décision du Conseil du tribunal de cassation, de la Cour de cassation, je trouve enfin mes mots, a dit il est interdit de stigmatiser les salariés en disant c'est pour grève, ce n'est pas écrit sur le bulletin de salaire. C'est-à-dire par contre évidemment vous êtes payé au pourcentage de ce que vous avez travaillé ou non. Mais là du coup vous mettez pas du tout. On est payé au pourcentage de ce qu'on a travaillé ou non, mais sur le bulletin de salaire il sera pas écrit pourquoi. Voilà. On peut si on n'est pas gréviste, l'employeur nous paiera à tous les coups. Info ou intox? Si on n'est pas gréviste? Si on n'est pas gréviste, l'employeur doit nous payer, c'est une obligation. Bon. On rentre dans le compliqué là, attention. On rentre dans le compliqué. Je dirais que ça serait quand même pas mal qu'ils soient un petit peu obligés de nous payer, surtout quand on fait pas grève. Après, je sais qu'il y a des fois des employeurs qui ne payent pas en temps et heure, mais est-ce que c'est un rapport avec la grève? Je ne sais pas. Alors en fait, peut-être avec les motifs de la grève. C'est-à-dire peut-être que les gens font grève justement parce que l'employeur paye pas. Alors du coup, en cas de grève, l'employeur il doit fournir un travail à ses employés qui ne sont pas grévistes. C'est une obligation. Sauf si il y a une seule possibilité. Donc, il doit fournir un travail. Et s'il ne travaille pas effectivement, il doit quand même les payer. C'est une obligation. Par contre, il y a un cas, si jamais il y a une occupation de la boîte et que de fait, il n'est pas possible de travailler, il n'a pas le droit de payer à partir du moment où il a fait, où il a appelé le procureur et la police pour faire évacuer. Et à partir du moment où il a fait la demande, eh bien là, du coup, il est plus obligé de payer. Mais sinon, tant que c'est pas fait, il doit payer à tous les coups, y compris si le travail est impossible de fait parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs. D'accord. Est-ce qu'on peut occuper une boîte? Info, intox. On peut occuper une boîte, info ou intox?
Je pense que oui. Je pense qu'on peut occuper une boîte. Alors, je pense qu'on doit être assez rapidement à la limite de la légalité, mais dans ces moments-là, je pense que c'est le rapport de force qui compte. Et que dans tous les cas, si les 530 de Floro décident d'occuper leur usine, je pense que même si dans le cas où ils n'auraient pas le droit, de fait... Je pense qu'effectivement, ça serait peut-être compliqué. Et toi, Johan? Info, intox? Je pense que c'est une intox. Alors effectivement, il est interdit d'occuper sa boîte, théoriquement. On peut pas occuper sa boîte, notamment parce que la grève, elle dit que les grévistes ne peuvent pas empêcher les non-grévistes de travailler. Par contre, il est possible d'occuper sa boîte si ça n'empêche pas le travail. Par exemple, c'est ce qui se passe dans une boîte de Castorama, où les salariés qui sont en mobilisation, ils dorment sur place, donc ils ont le droit de faire ça, à partir du moment où ça n'empêche pas le travail. Mais effectivement, on n'est pas censé pouvoir empêcher le travail des non-grévistes. Voilà. Est-ce que on peut arrêter, enfin, info ou intox, on peut arrêter d'effectuer certaines tâches tout en continuant de travailler? Ce qu'on appelle un peu la grève du zèle. Exactement, c'est ce qu'on appelle la grève du zèle. Alors je crois que c'est interdit. C'est interdit, effectivement. Donc, je crois, on ne peut pas, intox. Donc effectivement, la grève du zèle, c'est interdit. C'est-à-dire que globalement, on ne peut pas décider de saboter son travail. Par exemple, les contrôleurs SNCF, ils n'ont pas le droit, c'est ce qu'on demande souvent. C'est d'ailleurs Solidaire a proposé un moment de dire qu'on devrait pouvoir faire ça. Et c'est souvent ce que les usagers demandent, plutôt que d'empêcher les gens de bosser, plutôt venez travailler, en plus vous touchez votre salaire, mais vous contrôlez pas. Et bien ça, c'est du coup une grève du zèle. Ils sabotent leur travail. C'est un peu comme s'ils oubliaient de contrôler tout le monde. Et bien ça, c'est interdit par la loi. Et donc, c'est pour ça que les grévistes ne le font pas en général. Vas-y, dis-moi, Johan. Pour moi, la grève du zèle, c'est pas tout à fait ça. C'est par exemple. Alors oui, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types, et il y a aussi une grève du zèle, par exemple, dans un milieu comme le mien, la mécanique, où il y a des fois où on laisse passer certaines choses parce qu'il faut que l'avion ou le véhicule sorte. Et on laisse passer. Et là, quand on fait la grève du zèle, on dit la règle elle est comme ça, on fait comme ça, et la machine elle sort pas, alors que habituellement elle pourrait sortir. Ça, c'est aussi une grève du zèle, mais c'est une grève du zèle plus, on va dire, qui rentre plus dans le cadre, quoi, qui peut pas être vraiment sanctionné puisqu'on respecte les règles, au fond. Et même voilà, on n'a pas le droit de suivre bêtement le règlement en sachant que ça va foirer son travail. Oui. Si on sait que ça va foirer son travail, on peut pas se considérer comme du sabotage, et donc c'est interdit. Autre question, on va peut-être revenir. Est-ce que pour des tâches qui sont en dehors de notre fiche de poste, par exemple, nous comme fonctionnaire territorial et comme fonctionnaire en général, on nous demande de plus en plus la polyvalence, c'est-à-dire de pouvoir faire plein de boulots qui sont pas forcément de notre fiche de poste. Et ça, est-ce que si du coup la tâche qu'on fait, parce que notre chef nous demande d'aller soulager un collègue qui du coup est en galère ou tout ça, grosso modo, se contenter de notre fiche de poste stricto sensu, ça aussi c'est répréhensible? Alors ça c'est une excellente question, je sais pas, faudrait demander, on va essayer de voir pendant la pause, mais là je pense que déjà, est-ce que c'était légal à la base de demander de faire ça, quoi? Eh ben c'est un peu toute la question, mais disons quand je constate que toute la fonction publique grosso modo tient parce que les agents ont de la conscience professionnelle et du coup se plie en quatre pour que le service public soit quand même réalisé, même s'il n'y a pas assez d'effectifs, même si les collègues sont pas remplacés, etc. Je me dis, dans la possibilité où les agents s'en tiendraient juste à leur fiche de poste, je pense que très rapidement, en fait, y compris en travaillant, le service public se casse la figure parce qu'aujourd'hui, il ne tient que grâce à la conscience professionnelle de ses agents. Ouais, et ben en fait, je pense que ça, c'est quelque chose qui se réglera au tribunal au cas par cas. Et bim. Parce que ça risque d'être considéré comme une grève de zèle dans certaines circonstances, mais j'imagine que des abus complets où d'un coup on arrête de faire quelque chose qu'on n'était pas censé faire. À voir. Ça, effectivement, ça se fera au cas par cas, je pense. Un autre truc, est-ce que on a beaucoup parlé de préavis, mais dans le privé, et après peut-être qu'on va faire une pause, dans le privé, on est obligé de poser un préavis. Niet. Pareil, Clément? Il a l'air sûr de lui, je vais dire non. Je me remets à son expérience. Et donc, ça veut dire, effectivement, c'est une vraie info. Dans le privé, on peut
venir le matin à la boîte et décider devant le piquet de grève, je viens pas. Je fais grève. C'est tout à fait ça. Le débrayage, quoi. C'est ça. Vous décidez, non mais voilà, vous arrivez à la boîte, vous voyez les camarades qui font le piquet depuis 1 heure, vous discutez un peu avec eux, vous dites, ah merde, ils ont raison, vous avez le droit de vous mettre en grève immédiatement. Deuxième truc, dans le privé, est-ce qu'on est obligé d'informer son employeur qu'on fait grève? Rémi. Dans une certaine mesure, c'est quand même mieux de faire valoir certaines revendications, sans doute, mais non, mais alors après, est-ce qu'on est obligé de le faire que l'appel à la grève, il faut bien le signaler à son employeur, effectivement. Oui, mais après, non. Non. Eh bien, effectivement, on n'est pas du tout obligé de signaler à son employeur qu'on fait grève dans le privé. On ne vient pas le matin, c'est tout, et c'est tout à fait legit. Deuxième truc, du coup, on peut faire grève comme dans le privé, toujours, Rémi. Est-ce qu'on peut faire grève d'un coup? Vous vous levez le matin et on dit préavis de grève comme ça d'emblée. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors moi je pense que c'est possible, effectivement. Oui. Eh bien non, du coup c'est pas possible. Il faut absolument avoir posé des revendications avant. Ah, peut-être, sûrement tu le savais, mais du coup, on peut pas faire de grève comme ça. Il faut d'abord avoir posé des revendications de la grève. Par contre, du coup, est-ce qu'on est obligé essayer de négocier avec le patron d'abord? Bah c'est mieux. Alors, enfin en soi la grève c'est pas quelque chose de, enfin c'est pas l'objectif, il est pas d'aller à la grève. L'objectif il est de trouver des solutions avant. Enfin à mon avis. Après, ouais. Je pense que c'est pas obligé, mais je pense aussi que c'est mieux de. Enfin, après, ça dépend aussi des relations qu'on a avec son patron. Mais en tout cas, une grève ne devient pas. Donc du coup, c'est. Alors, je sais plus comment je l'ai tourné, mais du coup, c'est. On n'est pas. La grève n'est pas déclarée illicite si on n'a pas tenté des négociations avant. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Alors après, c'est à vous de voir en tant que salarié comment vous préférez le voir. Effectivement, il y a des patrons où c'est d'avance que ils vont jouer la montre, ils vont jouer le pourrissement, et du coup, on le fait pas. Mais c'est pas une grève peut pas être déclarée illicite. Parce que qu'est-ce qui se passe quand une grève est déclarée illicite? Ceux qui la font, ils ont le droit de se faire virer pour. Est-ce que vous savez quel est le motif de? Vas-y, Johan. T'allais dire quelque chose? Ah non, il allait rien dire. Clément, est-ce que quand tu fais une grève illicite, tu te fais virer pour quel motif? Quel motif? Abandon de poste. Abandon de poste, oui, du coup, mais légalement, c'est pour faute lourde. Ouais, faute grave, oui. Donc, c'est-à-dire que ni indemnité de départ, ni chômage, ni quoi que ce soit. Hein. Donc, voilà, il faut le savoir. Bon, on va se faire une petite pause musicale et on revient juste après avec Rémi qui va nous expliquer ce qui se passe à Floro. À tout de suite.
Oui, bonsoir, vous écoutez toujours Radio Campus 93.3. Qu'est-ce qu'on écoutait, Clément ? Alors, on écoutait Calexico, un titre qui s'appelle Corona, si je ne m'abuse, DJ Jojo. Tout à fait, parce qu'une petite bière, ça fait toujours du bien. Et oui, surtout, bon, voilà, qui dit grève, dit pas au boulot, dit barbecue et bien, non ? Non, c'est pas ça ? On n'est pas dans la Lume-Feu. Si, on est toujours dans la Lume-Feu 93.3. C'est ça. Il y a un truc que j'ai complètement oublié, juste avant de commencer avec Rémi et parler de Floro. Pendant la grève, est-ce que l'employeur il a le droit d'embaucher un CDD pour en faire mon boulot ? C'est vrai ou c'est faux ? Étant donné qu'ils font ça souvent, je pense qu'ils ont le droit. Ah non, c'est complètement faux, c'est interdit. Hein. Ah. C'est interdit. On peut pas. Alors, effectivement, tu as tout à fait le droit de débrouiller pour que le travail, par exemple, dans la fonction publique hospitalière, le travail doit bien être fait et il sera fait. Il doit être normalement diminué en fonction au minimum du service, mais on peut pas embaucher quelqu'un exprès pour casser une grève. Voilà. Et ça, c'est très important. Ouais, parce que je pense qu'il doit y avoir une certaine forme de tolérance là-dessus. Enfin, disons que c'est vrai que c'est souvent des collègues qui sont rappelés. Je pense là notamment chez les fonctionnaires, notamment dans l'hospitalière, où on rappelle des agents, par exemple, sur leur jour de congé, etc., où ils sont réquisitionnés. Alors, on peut pas, dans la fonction publique hospitalière, on peut pas rappeler des gens sur leur jour de congé pour combler les jours de grève. On va plutôt réquisitionner des gens, mais qui auraient dû travailler, qui sont en grève. Voilà. Alors revenons avec Rémi, qui donc, tu nous disais que tu travaillais à Floro. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est Floro ? Floro, c'est une entreprise donc du commerce, qui vend de la pièce automobile, de l'accessoire automobile. Floro, c'est pas rien quand même. C'est une boîte de 530 salariés avec une vingtaine de magasins dans toute la France. 530 salariés sur toute la France ? Sur toute la France. Vous êtes combien à peu près à Clermont ? À Clermont, alors on est dispatché sur 3 sites. Un magasin où il y a une vingtaine de personnes, des services support où il y a à peu près quasiment une centaine de personnes, et une plateforme logistique où il y a entre 80 CDI on va dire et une quarantaine d'intérimaires. Donc 250 personnes sur Clermont sur 530 en France, quoi. C'est à peu près ça, voilà. Ok. Et les postes de travail, globalement, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, du commerce, du coup, de la vente. De la vente, des commerciaux, des itinérants, donc, de la logistique avec des magasiniers, des services supports, ça peut être de la comptabilité, à l'informatique, à l'achat, le service achat, etc., la direction, et aussi des mécanos. On a aussi des ateliers poids lourds, notamment site à Aurillac. Voilà. D'accord. À peu près tout. Et donc du coup, situation initiale, au début, quels étaient les problèmes à Floro ? Alors Floro, c'est un drôle de passif. Floro, c'est la famille Floro à l'origine. C'est une boîte plutôt familiale où ça se passe plutôt bien de manière générale plutôt bien, on va dire, ouais. Et c'est racheté. C'est racheté au bout d'un moment. Ces dernières années, ça a été racheté par un groupe qui s'appelle Peugeot dans un premier temps, un groupe allemand qui dépend de Volkswagen, Porsche Volkswagen. Et aujourd'hui, Volkswagen Porsche a décidé de vendre une partie de cette activité PGA à une autre boîte qui s'appelle Milfray. Alors c'est un petit peu compliqué tout ça, mais quoi qu'il arrive, nous on est tout en bas. Il y a des actionnaires au-dessus, il y a encore des actionnaires au-dessus, et on est tout en bas de la pyramide. D'accord. Donc on te demande, attention, roulement de tambour, on vous demande de travailler plus pour moins cher pour que les actionnaires gagnent plus en travaillant toujours pas. Alors, on n'en est pas tout à fait à ça encore. Quand ils sont arrivés, ils ont mis un petit peu de temps à s'adapter quand même. Ça fait 4-5 ans qu'ils sont là, un petit peu moins même. Ils ont mis un petit peu de temps à s'adapter. Aujourd'hui, on est en plein dedans. On va se la jouer un petit peu à l'Amazon, tu vois, en logistique. Une chaîne d'automatisation, d'emballage. Enfin, ça rigole pas, quoi. C'est 4 millions d'euros sur un entrepôt logistique comme le nôtre. C'est quand même relativement important. Et voilà. Donc ça commence comme ça. Et puis derrière, l'objectif de ces automatisations, c'est justement rentabiliser un maximum pour remplir les poches de ces fameux actionnaires qu'on ne voit jamais. D'accord. À peu près pour donner une petite image de ce qui se passe, est-ce qu'il y a souvent des mouvements sociaux à Floro ? Assez peu, parce que jusqu'à maintenant, je le disais tout à l'heure, c'était plutôt familial, ça se passait plutôt bien. Depuis quelques années, oui, on sent le changement quand même, on le sent bien, même des fois un petit peu trop, et ça fait mal. Quel était le dernier mouvement social? Le dernier mouvement social, c'était il y a 4-5 ans, on a eu 2 journées de grève, mais voilà, c'était pas non plus exceptionnel. Okay. Et aussi pour que tu nous donnes une idée, quelle est la proportion de syndiqués? Peut-être que tu sais juste la proportion de syndiqués CGT. Alors,
nationalement, en proportion de... Ouais, c'est des CGT. Nationalement, on est autour des 10-15%. À Clermont, par exemple, en logistique, on est à un peu plus de 20%. D'accord, ok. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui a été la déclencheur de la mobilisation ? On va dire que c'est un petit peu un tout. C'est un tout, ouais, un ras-le-bol général. C'est un ras-le-bol général. C'est aussi une atmosphère nationale qui fait que ça s'embrasse vite et que il y a des réalités qui reviennent au goût qui reviennent dans la figure des gens. La réalité du salaire, la réalité de la dureté au travail. Tout à l'heure tu parlais de polyvalence. La polyvalence, nous on en mange depuis un petit moment et c'est compliqué. On doit tout toucher tout le temps. Toucher à tous les postes et puis au bout du compte cette polyvalence elle n'aide pas à grand chose si ce n'est de la fatigue en tout cas elle permet pas de remplir le frigo à la fin du mois. D'accord. Donc comment ça s'est passé là ? Quand est-ce que ça a commencé déjà la mobilisation ? Concrètement, on va dire que c'est un petit peu sur un coup de tête. On va dire que c'est un petit peu sur un coup de tête. Il y a il y a eu une journée de mobilisation il y avait une journée de mobilisation à l'appel de la CGT le 14 décembre, je crois, il me semble, de mémoire. Mais du coup, les problèmes ont commencé un peu avant, quoi. Un tout petit peu avant. On a toujours eu des petits problèmes depuis ces nouveaux arrivants, là. Mais ça s'est jamais traduit encore par de la grève. Le fait c'est que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est, lors d'une réunion de CE, notre PDG, annonce que, malgré le fait que les NAO soient pas entamés et les négociations sur les NAO ne soient pas entamées. Alors qu'est-ce que c'est NAO ? Il faut expliquer. Une négociation annuelle obligatoire. D'accord. Donc c'est des négociations pour les salaires, pour qu'on puisse gagner un petit peu quelques avantages. Sauf que voilà, les NAO n'étant pas commencés, l'annonce est déjà faite, moins d'1% d'augmentation à titre individuel. Donc ça ressemble à rien. Sachant 1% d'augmentation, ça a l'air pas mal comme ça, mais sachant que l'inflation, le coût de la vie, moins d'1%. Mais l'inflation prend quasiment 2% par an en ce moment. Donc ça veut dire grosso modo, on vous propose une baisse de salaire d'à peu près 1%. C'est ça, c'est à peu près ça. Sympa le mec. Voilà. Et à titre individuel, c'est-à-dire qu'en plus de ça, on va choisir qui va avoir droit à ces 10 € d'augmentation. En gros, c'est ça. J'exagère, mais c'est ça. D'accord. On va essayer de mettre en concurrence les salariés entre eux en disant voilà, lui il va avoir 10 €, pas toi, etc. Et du temps que vous vous bouffez le nez, lui il sera bien tranquille. Ouais. Voilà. Bah, du coup, la réaction, il fallait qu'elle soit immédiate. Donc nous on a mobilisé là où on est fort, à Clermont-Ferrand sur la plateforme logistique, assez rapidement. L'objectif était que 14 on soit dehors. D'une part pour répondre à l'appel de la CGT nationalement, et deuxième point pour justement répondre aux attaques faites par la direction, parce que c'est des attaques à ce niveau-là. Et donc du coup on reprend un petit peu donc ce qu'on a dit, parce que c'est vrai c'est de ma faute, j'ai été un petit peu fouillis tout à l'heure. Donc tuto grève dans le privé. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des problèmes dans l'entreprise. Là, clairement, vous n'êtes pas assez payé. En plus, vous allez être encore moins payé. C'est une baisse de salaire déguisée. Autre problème, tu m'as aussi parlé tout à l'heure du fait que c'est de plus en plus comme chez Amazon. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer ça ? L'automatisation, c'est-à-dire que on a des chaînes automatisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les préparateurs emballent leurs colis. On va se mettre dans le truc carrément. Les préparateurs emballent leurs colis. Demain, c'est une machine qui va le faire à leur place. Bon, voilà. Le préparateur devra courir derrière la machine pour... Il aura juste à prendre des colis, à mettre sur une chaîne automatisée, et derrière, il y a une machine qui emballe toute seule. Ça a des conséquences sur l'emploi sur la plateforme logistique, parce que il y aura plus de personnes pour emballer, donc les emballeurs à dégager. Deuxième conséquence, aujourd'hui, on livrait nos magasins, et nos magasins avaient des navettes pour livrer les clients. Demain, ces navettes-là, elles ont plus d'exister, parce que les colis sont déjà emballés, et ils vont partir directement chez le client. Voilà la réalité, c'est que enfin on n'en est pas encore là, mais c'est comme ça que ça se profile. Donc voilà à peu près. Le site qui est menacé, c'est aussi les autres sites. Bien évidemment. Quand ils investissent 4 millions d'euros sur l'automatisation, l'objectif il est bien plus large que le site sur lequel on va avoir cette fameuse chaîne. C'est des suppressions à droite, à gauche dans toute la France. C'est une évidence. D'accord. Donc on dit problème dans l'entreprise. Voilà, donc vous aviez des problèmes. Quelle est l'étape d'après ? Concertation entre les salariés. Vous vous êtes concertés, vous avez dit voilà, ça va pas. Assez rapidement, on rend compte aux salariés de ces annonces-là et on a vu assez rapidement aussi que ça prenait bien, ça prenait bien, que les gens étaient, un petit peu en colère quand même, quand on annonce des choses pareilles, alors que
Les salaires sont plus ou moins gelés depuis quelques années. On touche déjà rien du tout parce que l'entreprise est tout le temps en difficulté. Ça fait mal. Ça fait mal. Et la réponse, elle est immédiate. C'est on va voir les salariés, on les consulte et qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce qu'on décide collectivement. Qu'est-ce qu'on veut. La concertation et ensuite du coup. T'allais le dire revendications. On publie les revendications. C'était quoi vos revendications? C'est clair, c'est rien d'extraordinaire. C'est de dire, aujourd'hui, on n'a pas de 13e mois, on en veut un. Et on veut surtout des augmentations qui correspondent à minima à l'inflation. C'est-à-dire, au moins des augmentations générales, au moins entre 2 et 2,5%. C'est pas, voilà. Donc ça, c'est les principales revendications. C'est nos deux principales revendications. Vous les proposez au patron et ensuite vous décidez de vous mettre en grève. C'est ça. Donc c'était le 14, il y avait un appel national de la CGT. Est-ce que tu te souviens de pourquoi c'était le 14 ? Le 14, c'était... Au niveau national c'était un peu dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes sur l'augmentation du SMIC à 1 800 €. C'est ça. Pour le retour de l'ISF, pour la défense des services publics, etc. Donc en fait, tous les mots d'ordre de pouvoir d'achat et de lutte en fait contre l'injustice fiscale du gouvernement. Et du coup, puisqu'il y avait un appel national, enfin un appel à la grève nationale, est-ce qu'il y avait forcément besoin de la CGT dans Floro c'est pas pour nous tirer une balle dans le pied, mais c'est vrai que les syndiqués auraient pu, sur leur base de leur propre revendication, et même s'il n'y avait pas eu d'appel national, s'ils avaient été au moins 2, ça aurait été possible, quoi. Ouais, bien sûr. Mais là, quelqu'un tout seul à Floro aurait pu. Sur les bases de ces revendications. Exactement. Donc voilà, revendications, grève. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on fait revenir notre PDG de son déplacement, pour commencer, et on se met autour d'une table. Autour d'une table où on nous explique gentiment que les nanos vont être entamés, que peut-être, oui, effectivement, on va revoir les choses différemment. Alors on attend toujours, quoi qu'il arrive, nous on est déterminés. Je pense qu'il faut prendre ça aussi comme un coup de semonce. C'est-à-dire, collectivement aussi, on avait décidé que cette journée-là, elle était calquée sur la journée du 14. Il était important qu'on mobilise assez largement. Et il fallait aussi démontrer à notre direction qu'on était en capacité de mobiliser assez largement et assez rapidement. Chose faite. Et je pense que sur ces points-là, on a gagné. Tu nous as pas dit d'ailleurs combien de pourcentage de gens étaient en grève? Sur notre plateforme logistique de Clermont, on était à 70% de grévistes sur la plateforme logistique. Alors ça fait un vide. Ça fait un sacré vide. Ça fait un sacré vide. Donc, du coup, ça fonctionne pas. Du coup, ça a du mal à fonctionner. Alors c'est vrai qu'il y avait quelques intérimaires qui bossaient, mais de manière générale, le truc, c'est que sans travailleur, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de production. Là, tout de suite. Ça c'est clair. Et c'est ça qui est important dans la grève aussi. On nous dit tout le temps qu'en fait, on nous présente tout le temps le travail comme un coût pour l'entreprise. On dit l'entreprise, le travailleur est coût, oh là là, toutes ces cotisations, tout ça, que ça coûte cher. Mais en fait, quand les salariés arrêtent de travailler, l'entreprise perd vraiment pour le coup des sous. Et c'est bien la preuve que, en fait, la richesse, c'est nous qui la créons et que les entreprises vivent aussi de récupérer. En fait, on est payé moins que ce qu'on produit. Et l'entreprise vit là-dessus, les actionnaires vivent là-dessus. Et en fait, quand on fait grève, on rétablit la balance en disant, en fait, si nous on arrête de bosser, toi t'arrêtes de taper dans notre poche. Donc on peut commencer à discuter. D'accord. Et donc maintenant, Rémi, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? On attend toujours des retours de la direction. Des dates devaient être posées. Je vois que ça devient un petit peu compliqué. Dans les prochains jours. Ils sont en train de monter leur chaîne automatisée, oui. Dans les prochains jours, ils vont attaquer à la mettre en place, en route. Moi, je mets au défi à notre PDG de pouvoir mettre la machine en route sans les salariés. Ouais, voilà. Voilà comment ça va se passer concrètement. Allez, la direction, les mains dans le cambouis et montrez-nous ce que vous allez faire. Voilà comment ça va se passer. En fait, vous avez défini un rapport de force, c'est-à-dire que globalement, si jamais vous continuez sur cette voie-là, vous n'allez pas pouvoir continuer la production, c'est pas possible, vous n'aurez pas notre aval, quoi. Le bras de fer est entamé, on est prêt à y répondre. Voilà. Donc, on dit souvent un jour de grève, ça sert à rien, il faut toujours déjà que la grève soit générale et qu'en plus elle soit illimitée dans le temps et continuer jusqu'à la mort. Mais globalement, c'est possible tout de suite de mettre le rapport de force, regardez 70%, tout de suite le patron, il fait moins le fier, il sait que si jamais vous pouvez en refaire un autre le mois prochain et cette fois-ci peut-être qu'il n'y aura pas qu'un jour, ou vous pouvez aussi le faire alors que vous savez qu'il veut mettre en place
du coup sa chaîne de production. Donc voilà, donc ça c'est l'établissement d'un rapport de force. Donc voilà, c'était pourquoi parler de ce cas, c'est vraiment là, c'est comment établir un rapport de force par la grève. Donc là, je pense que vous y êtes bien arrivé. On est complètement dedans. Alors nous, l'étape elle est pas encore finie. C'est pas encore tout à fait terminé tout ça, mais quoi qu'il arrive, bon déjà on a commencé par lui faire baisser les yeux, ce qui change un petit peu. Et deuxième étape, comme je disais tout à l'heure, c'est vous voulez que ça fonctionne, nous aussi. Mais il va falloir mettre les moyens quand même. D'accord. Ta remarque était intéressante, Théo, sur le côté. Souvent, on voit la grève. En fait, ce que je me rends compte, notamment même en discutant avec des gilets jaunes ou avec des gens dans la rue, c'est quand les gens nous disent oui, mais les syndicats, vous gagnez rien. Et en fait, c'est que les gens voient les grandes batailles, celles qui passent à la télé, en fait. C'est-à-dire quand on va se battre contre une loi, par exemple contre la loi travail XXL là, qui a fait passer Macron, où vraiment là, il saccageait l'entièreté du code du travail, et les gens voient qu'on se met en mobilisation à ce moment-là, et que c'est difficile parce que voilà, c'est pas tout le pays qui répond. Mais les batailles comme celle de Floro, mais comme celle qu'il y a dans la plupart des boîtes, c'est des batailles à l'échelle de l'entreprise, et c'est pas exactement les mêmes choses parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le monde entier qui nous soutient. On a juste besoin dans sa boîte, dans son service, d'être suffisamment nombreux pour enclencher un rapport de force, c'est-à-dire mettre la pression au patron. Et là-dessus, pour ce qui est de nous, la CGT, mais je pense pour d'autres syndicats un peu offensifs qui sont pas juste dans la négociation, déséquilibrée avec le patron. En fait, on obtient des vraies victoires. Il y a aussi l'exemple là, très récent de l'entreprise Cartry. J'aime bien la citer, celle-là, parce qu'elle est quand même assez éclairante. Oui, t'as raison. Au début donc c'est début décembre, le mouvement des gilets jaunes est déjà entamé. Ils décident de se mettre en grève, je crois, le lundi matin à 5h du mat, à la prise de poste. En demandant un 13e mois au moins, et puis voilà d'autres revendications propres à l'entreprise. Et en fait, ils sont quasiment 100% à se mettre en grève. Au bout de 5 heures, le patron demande à signer un protocole, demande à signer un accord qui accorde le 13e mois. Donc 5 heures de grève, mais quasiment toute la boîte qui se mobilise. Et là, forcément, on a un patron qui cède. Bien la preuve qu'il avait les moyens avant. Et aussi qu'ils ont bien fait de le demander un petit peu sérieusement, parce que voilà. Donc dans les batailles menées par les syndicats, il y a les grosses batailles où c'est difficile de gagner parce qu'en face, on a quand même des sacrées têtes de l'art et des intérêts très puissants. Mais il y a aussi toutes les batailles locales et où là, voilà, comme on dit, support your local dealer, supporte ton syndicat local. Et dans sa boîte, dans son service, on peut arracher des vraies victoires. Il suffit d'être un petit peu organisé et un peu nombreux. Ouais. Exactement. Et ça paye. Et ça paye. Bon, on va faire une deuxième pause musicale et on reviendra à la fin. Qu'est-ce que tu veux nous mettre, Johan ? Je vais vous mettre le chanteur Eiffel et À tout moment la rue s'appelle la chanson. Okay. À chacun de nos souffles, au moindre murmure des bas-fonds, c'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle que l'on pavait de fortune contre le tintamarre du pognon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. C'est un pincement de lèvres et la peur qui perle d'un front. La faune et la flore à cran en rayon. Et l'éclat de nos palpitants dans l'ombre du marteau pilon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. Non comme un oui aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie quand la nuit remue, aux astres et aux déesses qui peuplent nos rêves et quand le peuple rêve. À tout moment la rue peut aussi dire et si quelques points noirs en col blanc poivre nos yeux, dont nous occulte en tube long et creux, à bien compter le monde éthique se voit plus nombreux que ces 300 familles qui sur la rue ont pignon. À tout moment elle peut aussi dire non.
chevelure, à toutes ces nuits qui nous lient. Et même si elles ont trop bu, c'est aux astres et aux déesses qui peuplent nos rêves. Et quand le peuple crève, à tout moment la rue peut aussi dire à chacun de nos souffles, au moindre murmure des bas-fonds. C'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle, que l'on pavait de fortune contre le tintamarre du pognon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. Vous écoutez toujours Radio Campus et l'émission L'Allume-Feu. Nous sommes toujours avec Rémi et on parlait de la grève. On abordait un sujet tout à l'heure. C'était le fait que impossible de produire si jamais il n'y a pas de travailleurs. Alors qu'on entend beaucoup que qui est-ce qui fait vivre les travailleurs? C'est les investisseurs. C'est eux qui créent des entreprises et sans eux, il y aurait pas d'entreprise et que du coup, il faut les chérir, il faut le machin. Mais ça, en fait, c'est une grande lutte qui est pas millénaire, mais centenaire, plus centenaire. C'est la lutte entre le capital et le travail. C'est-à-dire, en gros, on est dans un monde capitaliste. Alors, c'est un mot un peu pompeux comme ça, mais ça veut dire qu'en gros, c'est ceux qui ont les capitaux qui ont le pouvoir, quoi. Donc, c'est le patron qui a le pouvoir. Pourquoi il a le pouvoir, le patron? Exact. C'est vrai que on aurait tendance, les médias de manière générale, puis je veux pas m'attacher sur les médias, mais Ouais. De manière générale, le capital est assez à l'aise pour nous mettre des choses, de fausses idées dans la tête. Et c'est vrai que c'est une aberration de dire aujourd'hui les travailleurs vivent grâce à des actionnaires, vivent. Ah non, c'est les travailleurs qui font vivre les actionnaires. On est d'accord. Non, mais vraiment, c'est vraiment fondamental et c'est pas juste de la rhétorique. Ça veut dire que actuellement, c'est le patron qui décide comment on organise le travail, c'est-à-dire qui travaille, quoi il travaille, combien, quel salaire, c'est le patron qui a décidé. S'il faut mettre des machines ou non, c'est lui qui décide. S'il faut faire de la polyvalence, c'est lui qui décide. Donc comment on travaille, c'est lui qui décide. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le capital. Et bien du coup, il y a l'autre camp, c'est le nôtre, c'est-à-dire que c'est ceux qui travaillent qui doivent décider comment on fait le travail. Déjà parce que c'est les mieux placés. Et puis après tout, si c'est juste mettre de l'argent, c'est pas tant que ça. Enfin, c'est pas aussi important que le fait de travailler. Tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, et tout à l'heure tu parlais de polyvalence. Il est grand temps aujourd'hui que les travailleurs reprennent la main sur le travail et organisent eux-mêmes au quotidien leur travail. Enfin, c'est quand même le meilleur moyen de réussir. Je suis pas un grand spécialiste, mais enfin quand même, on voit bien que ça peut marcher. Il y a des exemples comme les Scopti. Les Scop, bien sûr. La Scopti, le thé. Aide-moi, je ne me rappelle plus. Je me souviens pas du tout. Mais j'ai un autre exemple. Tu disais quoi? Donc t'as trouvé, Johan? C'est le thé coopératif. Voilà, le thé coopératif, oui. Mais sinon, un exemple à Clermont, c'est la Scop des Volcans, par exemple. La Scop des Volcans. Alors ils avaient un patron qui avait un capital. Et il l'a géré tellement mal que l'entreprise a fait faillite. Et les travailleurs ont repris la boîte. Et aujourd'hui, la librairie, elle est nickel. Elle fonctionne. Clairement, la librairie des Volcans, il faisait pas assez de chiffres. Il faisait partie du groupe de Citre, que tout le monde connaît. Et en plus, comme il faisait pas assez de chiffres, on leur a dit, maintenant on ferme. Sauf que on voit bien que la librairie des Volcans est toujours là plus que jamais et qu'il y a toujours autant de monde dedans et que c'est toujours aussi intéressant d'y aller. S'il y avait vraiment besoin de quelque chose, c'était pas d'argent. Parce qu'après tout, ils le produisent largement suffisamment pour vivre. Il y avait surtout besoin de travailleurs. C'est bien la preuve, quoi. C'est ça. L'ingéniosité et la réflexion des travailleurs, plus que les soi-disant ingéniosité de certains grands patrons qui sont là juste simplement pour s'en foutre dans les poches. Je viens de lire un truc. On parle toujours de Carlos Ghosn qui est en prison au Japon. Et d'ailleurs, c'est fou, mais Renault, c'est Renault Carlos Ghosn. Ouais, c'est bien ça. C'est oui. Renault. Elle tourne toujours l'entreprise. Pourtant, c'est dingue, on me dit qu'il est indispensable, et pourtant, il est en prison depuis un mois, là. Et pourtant, Renault tourne toujours. C'est fou, ça. Et Dacia également, et Mitsubishi et Nissan aussi également. Mince, alors il serait pas indispensable, quoi.
Non, donc peut-être qu'il il est pas indispensable du tout. D'ailleurs, s'il était si indispensable que ça, il serait peut-être resté à Michelin à l'époque où il y était. Voilà, non mais clairement c'est vraiment quelque chose et donc en fait la grève c'est un peu ça, c'est réussir à reprouver non seulement au patron mais aussi à soi-même, aux autres salariés que c'est nous qui travaillons, c'est nous qui produisons et donc c'est nous qui savons comment il faut travailler. Et ça c'est dans tous les domaines quoi. Et c'est un peu la lutte finale, hein, c'est à peu près ça. Hein. C'est vraiment récupérer ce pouvoir sur le travail. Hein. Exactement. Voilà, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Rémi. Non, ça me fait penser à quelque chose, ce que tu dis là. Ce matin, j'écoutais, je regardais à la télé, alors je me rappelle plus quelle émission, et je suis tombé sur un représentant de la droite, je me rappelle plus, c'est pas grave, peu importe. Ils sont interchangeables. Ouais, oui, c'est tous à peu près les mêmes. Et qui disait un truc très intéressant en fait. Et dans l'analyse, en fait, je pense qu'il avait plutôt raison. Il disait, mais les Français, en ce moment, auraient tendance à s'opposer entre classes, etc. Mais finalement, dans sa démarche, sa démarche était aberrante, effectivement. Lui, son objectif, c'est de continuer et d'aller davantage et plus en profondeur dans le système et en rajouter davantage sur les travailleurs. Mais en réalité, ce qu'il a dit, c'est quand même plutôt intéressant parce qu'il met en avant la lutte des classes. Ouais, et il y a quand même un aveu à un moment donné de la lutte des classes, ça existe toujours. C'est pas un mot. Mais du coup, dans la lutte des classes, combien il y a de classes en tout? Dans ce mot-là. Oh, il y en a bien que deux, hein. Il y en a deux, hein. Et toi, Joanne, tu dis pareil? Pareil. Deux. Ouais, faut pas croire, hein. Il n'y a pas la classe, la classe moyenne, la petite classe moyenne, la grande classe moyenne, la grande classe pauvre, la petite classe pauvre. Non. En fait, il y a il y a la classe des prolétaires, c'est-à-dire ceux qui doivent travailler pour vivre. Et la classe des bourgeois, c'est-à-dire ceux qui vivent du travail des autres. Globalement, même les chômeurs, hein, si vous me dites qu'on peut vivre sachant qu'on a que 2 ans d'alloc et que en plus c'est pas grand chose, donc non, on vit pas, on survit globalement, et que donc voilà, c'est l'opposition, et donc on le disait, entre les bourgeois, c'est ceux qui possèdent le capital, et donc c'est eux qui décident, et les travailleurs, c'est les prolétaires. Voilà, c'est dingue, ça se recoupe. Donc voilà, donc c'est effectivement ça. Donc finalement, un mec de droite qui a eu une illumination, il va peut-être rejoindre le NPA bientôt, on va savoir. Bon, excusez-moi, j'ai un peu plombé l'ambiance avec tout ça. Bref, une petite piqûre de rappel de tout ça, et pour un peu recontextualiser tout ça, c'est pas des mots en l'air, hein, et puis c'est l'explication de pourquoi on fait ça à la CGT, les grèves, pourquoi. Ça a une raison, c'est pas juste pour bien sûr faire chier le monde, et c'est pas parce que on n'est pas content, enfin juste parce qu'on n'est pas content. J'ai dit tout à l'heure, la grève, c'est pas un objectif en soi. Bah non. On perd du salaire. T'aimes bien ton travail, j'aime bien sûr. Travail, donc oui, voilà, oui. Et puis c'est surtout un moyen de vivre, hein, se loger, de se nourrir, etc. Oui, c'est pas la grève, c'est pas un objectif en soi. Malheureusement, on est parfois obligé d'y passer et quand on s'organise collectivement dans la grève, effectivement, eh bien, on a tout à y gagner en tout cas. Et ouais, voilà. Bon, alors sur ces jolies paroles, on va vous quitter. Merci Joanne d'être là à la sono. Merci Rémi d'être passé, de nous être expliqué ce qui est. Merci. J'espère que Floro, l'équipe de la CGT de Floro pourra écrire un truc pour le courrier des syndicats, pour qu'on soit au courant de ce qui se passe chez vous, parce que c'est super intéressant quand même. C'est très inspirant en tout cas pour plein de choses. Merci à Clément qui du coup est parti depuis quelques minutes pour aller récupérer son gamin. Et je vous dis au mois prochain pour la prochaine émission. Et bonne lutte à tous. Merci. Ciao. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà des années que t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'ait été de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonne nuit, les petits. Au revoir.
Devil game, when you come in my head, a human born ready for killing. Devil game, in a merry-go-round, something flying, a fire burning. Devil game, when you come in my head, a human born ready for killing. Devil game, in a merry-go-round, something flying, a fire burning. The people who stare on one side of the globe when the other saints fade and pretend to ignore. To the 500 laws, dominators and kings, to the money and wealth in the white gold ring, to the new crusaders and the integrists, to the serial movie on the bullet screens, to the war providers, to the antichrist, to the devil holding the one bank in his hands. Devil game, when you come in my head, a human born ready for killing. Devil game, in a merry-go-round, something flying, a fire burning. Devil game, can't get you out of my head, a human born ready for killing. Devil game, ride the merry-go-round, something flying, a fire burning. Something flying, a fire burning, burning. The one on the way of the garbage can burst, and the one who inject the devil in the vein. To the reason of state, to the chaos we left, to the future as safe at the African death. In the daily rates of international law, when the legislators are the true criminals, when the worst is done in the name of God, and the devil acclaim on both sides of the globe. Devil game, when you come in my head, a human born ready for killing. Devil game, in a merry-go-round, something flying, a fire burning. Devil game, can't get you out of my head, a human born ready for killing. Devil game, ride the merry-go-round, something flying, a fire burning. Devil game. Devil game. Devil game. Yeah! Devil game, when you come in my head, a human born ready for killing. Devil game, in a merry-go-round, something fire, a fire